Face à une dette record de la sécurité sociale, le gouvernement veut faire des économies à tout prix. La santé n'y échappera pas avec les patients qui devront mettre la main à la poche, comme le doublement de la franchise sur les médicaments et la participation forfaitaire sur les consultations. La question qu'on vous pose ce matin, les patients doivent-ils être davantage mis à contribution sur le prix de la consultation et des médicaments pour réduire le déficit de l'assurance maladie? Donc continuez de réagir et témoigner 0826 300 300 ou nos réseaux sociaux, on compte sur vous. Pour nous éclairer ce matin, on reçoit Sophie Bauer, présidente du syndicat des médecins libéraux, chirurgienne thoracique et vasculaire en clinique privée à Melun en Seine-et-Marne, et Philippe Bessette, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, pharmacien à Limoux dans l'Aude. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous deux et un grand merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio pour débattre de ce sujet qui fait énormément réagir, avec notamment nos auditeurs. On leur donnera la parole dans quelques instants au 0826 300 300. Docteur Sophie Bauer, déjà tout simplement mettre à contribution les Français sur le prix de la consultation médicale comme sur la question des boîtes de médicaments. Selon vous, est-ce que c'est une bonne chose ou pas ? Écoutez, si ça peut responsabiliser un peu certains patients, je vous rappelle quand même qu'il y a des patients qui investissent 330 € par mois dans les cigarettes de façon à se rendre malade. Donc si on les fait payer un petit peu plus, et c'est vraiment du un petit peu plus, leur boîte de médicaments ou leur consultation médicale, peut-être que ça les fera réfléchir avant d'avoir certains comportements dont on sait quand même qu'ils participent grandement à les rendre malades, et en particulier pour les maladies chroniques. Sachant qu'en plus, pour le moment, la France est quand même le pays où le reste à charge des ménages est le plus faible de tous les pays de l'OCDE. C'est ces pays qui comprennent donc l'Europe et toute l'Amérique du Nord, entre autres. Donc on peut discuter effectivement d'augmenter un petit peu leur reste à charge. Pour vous, c'est pas forcément une mauvaise chose en termes de responsabilisation, mais oui, je vous laisse continuer, docteur Sophie Bauer. Oui, ce qui n'empêche que, en fait, ça réglera pas le problème. Le problème est de changer de paradigme et d'aller sur un investissement sur la santé et non de continuer à se comporter comme si la santé était uniquement quelque chose qui coûte. Alors, il faut le savoir, avant de donner la parole dans un instant à Philippe Besset, docteur Sophie Bauer, les Français ne le savent pas forcément, mais il y a déjà une contribution sur la consultation médicale ou même sur la boîte de médicaments. C'est quelque chose qui existe déjà. Ça fonctionne comment ? Alors, ça fonctionne en fait lorsque les patients ont un remboursement, il y a une retenue sur ce remboursement au niveau du remboursement. Alors, c'est plus problématique pour un certain nombre de patients qui ne payent rien et qui n'ont jamais de remboursement, parce que si à un moment quelconque ils sont amenés à perdre leur CMU pour une raison quelconque, et ben ils peuvent se retrouver avec effectivement une petite somme qui est prélevée sur les remboursements éventuels ensuite, voire la sécurité sociale peut leur demander éventuellement une somme qui s'est accumulée pendant un certain nombre d'années. C'est arrivé à une de mes patientes, et là ça peut être beaucoup plus problématique que d'augmenter comme ça ponctuellement au fur et à mesure. Bien sûr. Philippe Besset, je rappelle, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, pharmacien du côté de Limoux, dans l'Aude. On parle sur cette piste envisagée par le gouvernement de doubler en 2024 la franchise sur les médicaments ainsi que la participation forfaitaire sur la consultation. Concernant les médicaments, on passerait pour la boîte en gros de 50 centimes à 1 €. C'est une piste là-dessus envisagée par le gouvernement qui vous inquiète ou pas ? Écoutez, l'enfer est dans les détails sur ce sujet. Il faut savoir, et le docteur Bauer l'a dit, il n'y a pas d'argent magique, on a besoin de financement pour notre santé. Oui. Donc chaque citoyen, nous, on doit financer notre santé d'une façon ou d'une autre. La responsabilisation de chacun est effectivement nécessaire. Parce qu'il faut que les soins soient justes, proportionnés, et que l'éducation à la santé permette un jour, j'espère, d'aller mieux et de faire des économies. Bon, pour répondre à votre question, de quoi on parle là ? On parle de 15 € par an par Français en réalité. Il y a un plafond de cette franchise qui est à 50 €, oui. Et il y a énormément de catégories de population qui sont exemptées. Tous les jeunes de moins de 18 ans, de moins de 18 ans, les femmes enceintes, toutes les personnes qui ont la CMU ou la couverture santé solidaire ou l'aide médicale d'État, c'est-à-dire tous les patients qui ont une fragilité sociale et on ne doit pas compromettre l'accès aux soins avec cette franchise. Bon, voilà. Donc un plafond de 50 €, une exonération pour les publics fragiles socialement.
Bon, Donc ce que vous nous dites, c'est qu'en gros, si on reste là-dessus, sur ce plafond à 50 €, les conséquences, elles seraient minimes, quoi. les conséquences ce seront minimes. La direction de la sécurité sociale parle d'une augmentation, c'est en centaines de millions, donc ça fait peur, hein, ça fait 500 millions d'euros de plus, mais en gros, on va passer de 15 € par Français en moyenne, hein, à peut-être 25 par an. Le problème que nous avons, c'est de ne pas dépasser la franchise parce qu'on a des patients chroniques. Et les patients chroniques, les pauvres, ils sont obligés de prendre des médicaments et des soins tous les mois. Bah oui. Ouais. Et donc, pour eux, en fait, c'est une pénalité de 50 €. Et ils l'ont déjà, cette pénalité de 50 €. Ouais. Donc, il ne faut pas augmenter ce plafond. Le reste, ça participe au financement du système. D'une manière ou d'une autre, de toute façon, il faut financer le système. Parce que dans les discussions, l'augmentation de ce plafond, de le basculer peut-être de 50 € à au-delà, 100 €, c'est évoqué, c'est envisagé ? Oui, la direction de la sécurité sociale a indiqué qu'elle y réfléchissait aussi. Là, par contre, moi personnellement, j'y suis assez opposé. Ou en tout cas, si ça devait être fait, il faudrait exempter les patients en affection de longue durée, parce que là, pour le coup, c'est injuste par rapport à des gens qui sont obligatoirement malades et donc vont obligatoirement avoir une augmentation de leur reste à charge. Docteur Sophie Bauer, sur ce que dit à l'instant Philippe Besset, finalement, les premières victimes, ce ne seraient pas ces malades, justement, qui sont victimes, en l'occurrence, de maladies chroniques et qui n'y peuvent rien et qui, finalement, sur une telle mesure, finalement, seraient bien handicapés d'une certaine manière. Alors, c'est sûr que ça cible davantage mathématiquement, si on peut dire, des patients n'ont pas choisi, qui ont voilà. de nombreuses boîtes de médicaments et tous les mois, forcément. Forcément, ce sont les patients qui vont le sentir le plus sur le plan économique, si on peut dire. Pour ce qui est de la consultation médicale, ce qui serait bien, c'est que cette franchise, elle soit prélevée dès que les gens prennent rendez-vous, pour éviter aussi les rendez-vous non honorés. Parce que c'est un vrai fléau. Et c'est un vrai souci. C'est 25 millions de consultations de médecins qui sont perdues par an. Ça fait quand même l'équivalent de l'activité plein temps de 4000 médecins, alors qu'on en manque. Donc ça pourrait être couplé à ce type de dispositif. Par contre, effectivement, ça cible la répercussion va être plus importante chez les malades chroniques. Donc on peut effectivement mettre cet amortisseur qui existe déjà à 50 €. On peut peut-être l'augmenter un tout petit peu à 60, mais c'est clair qu'il ne faut pas aller beaucoup au-delà. Il ne faut pas non plus que les gens puissent plus soigner, c'est bien évident. Voilà. Ouais. Mais il faudrait mettre le paquet quand même, passez-moi l'expression, vraiment aller sur la prévention de ces maladies chroniques. Et on sait tous qu'il y a une bonne partie de ces maladies chroniques qui sont liées quand même à des facteurs de risque, comme le tabac, l'alcool, évidemment la prise de drogue. On va avoir ça de plus en plus dans les années qui viennent. En particulier, une maladie psychiatrique peut être déclenchée par la prise de toutes ces drogues et aboutir à des maladies psychiatriques chroniques. Donc, il faut aller vers une prévention et peut-être qu'on pourrait cibler ces 500 millions d'euros pour faire de la prévention. Ce qui n'empêche, encore une fois, qu'il faut investir dans le système de santé. On a été capable de mettre 17 milliards sur des vaccins. Je crois qu'il faut continuer à investir dans la santé et arrêter de considérer ça comme un poste de dépense, mais plutôt voir ça comme un poste d'investissement sur l'avenir. On a su démontrer qu'une consultation, par exemple, à 50 € régénérait des fonds sociaux au bout d'1 an à 1 an et demi. Donc, investir dans le système de santé est une bonne chose qui permet de tirer vers le haut le pays. Philippe Besset, c'est peut-être une question naïve, mais on a énormément de gâchis aussi sur ces médicaments. Des médicaments, voilà, on va acheter des boîtes, on se retrouve avec des comprimés qu'on n'utilise pas parce qu'il en reste, et du coup, est-ce que finalement la solution peut être de basculer de l'achat de boîtes de médicaments vers la vente plutôt de médicaments à l'unité? Ce serait pas une bonne solution finalement là-dessus, plus que finalement cette question mise en avant, cette piste mise en avant par le gouvernement ici? Bon, ça c'est une fausse barbe en fait, parce que comme je vous l'ai dit, parce qu'en fait la plupart des médicaments sont pris par des malades chroniques, donc et qui les prennent tous les mois. Donc en fait, à l'opposé, au lieu de nous demander de les donner par mois, on nous demande de les donner pour 3 mois. Vous voyez, d'avoir des boîtes de 90 comprimés
pour que les gens n'aient pas à revenir tous les mois, et ça aussi ça fait faire des économies d'ailleurs, chez le médecin ou chez le pharmacien, alors que leur pathologie est équilibrée. Donc la plupart des médicaments en France sont pris par, et ça c'est important à retenir, par les malades chroniques. Ce qu'on fait sur la dispensation à l'unité, et on est en train de le faire, c'est sur les antibiotiques. Notamment pour les pathologies justement aiguës, pour les infections, parce que là, pour le coup, il faut donner la juste dose de médicaments. Mais les boîtes sont petites, vous voyez, une boîte de paracétamol, il y a 8 comprimés dedans. Donc on a mis le paquet sur les industriels pour qu'ils nous fassent de façon industrielle, c'est-à-dire sécurisée, des boîtes de comprimés qui soient avec des nombres de comprimés faibles, des boîtes de 8, des boîtes de 10. Donc c'est sur cette piste-là qu'on est. Il faut le juste conditionnement, et c'est mieux de le faire quand même proprement avec des outils industriels que dans le back-office de nos officines, malheureusement, parce que on va utiliser beaucoup de temps et on ne pourra pas garantir la même sécurité que font les industriels avec des process qualité qui sont bien sûr mis en place, et tous les contrôles afférents. Donc ça moi donc pour vous c'est un faux débat là-dessus. Ouais, en fait c'est un débat, et il a été pris en compte pour les pathologies aiguës. Donc pour les antibiotiques c'est fait, on a signé une convention qui le met en place, et on est très moteur là-dessus. Et pour les pathologies chroniques c'est une très mauvaise idée, parce que au contraire il faut que les gens aient chez eux de quoi se soigner sans revenir tous les 4 matins chez le médecin ou chez le pharmacien. Philippe Besset, je rappelle, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, pharmacien par ailleurs à Limoux dans l'Aude, et puis Dr Sophie Bauer, présidente du syndicat des médecins libéraux, et puis chirurgienne thoracique vasculaire, clinique privée à Melun en Seine-et-Marne. Vous restez avec nous, on revient dans un instant sur Sud Radio avec vous au 0826 300, oui, les patients qui vont devoir un peu plus passer à la caisse, en l'occurrence, l'expression, sur les prix des médicaments, sur la participation à la consultation médicale. Votre avis, quel qu'il soit, vous nous appelez. Parlons vrai sur Sud Radio, 0826 300. Je vous rappelle le numéro. C'est Manu qui vous attend au standard. À tout de suite. On continue le débat autour du projet de loi de financement de la sécurité sociale 2024. Face à une dette record de la Sécu, le gouvernement veut faire des économies à tout prix. La santé n'y échappera pas, avec les patients qui devront mettre la main à la poche, comme avec le doublement de la franchise sur les médicaments et la participation forfaitaire sur les consultations. La question qu'on vous pose simple piste pour le moment. Oui. On verra ce que ça donne, effectivement. Mais non, mais c'est important effectivement de le préciser. C'est une des pistes parmi d'autres. On pourra d'ailleurs les évoquer avec nos invités, Marilyn. Les patients doivent-ils être davantage mis à contribution sur le prix de la consultation et des médicaments pour réduire le déficit de l'assurance maladie? C'est la question qu'on vous pose ce matin. 0826 300 ou nos réseaux pour voter et réagir. On compte sur vous. Et on retrouve nos invités pour ce débat. Sophie Bauer, présidente du syndicat des médecins libéraux, chirurgienne thoracique et vasculaire en clinique privée à Melun en Seine-et-Marne, et Philippe Besset, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, pharmacien à Limoux dans l'Aude. Oui, docteur Sophie Bauer, on parlait avec vous de la question importante de responsabiliser, c'était le mot que vous utilisiez tout à l'heure, responsabiliser les Français concernant la santé, leur santé. On voit qu'entre 2004 et 2019, je voyais les chiffres, la consommation de médicaments par habitant avait baissé de 16% en France. Est-ce que c'est pas le signe ici un début de prise de conscience à ce sujet-là de la part des Français? Écoutez, il y a deux solutions. Soit il y a une paupérisation, il y a une deuxième chose, c'est que je ne sais pas si dans ces chiffres-là, vous comptez tous les médicaments qui autrefois étaient remboursés et qui sont maintenant en accès libre. Et donc le pharmacien vous propose en boîte non remboursée. Je pense en particulier à tout ce qui est antihistaminique. Oui. Parce que là, par contre, on peut parler de vrai reste à charge, puisque quand le patient achète lui-même ses antihistaminiques dans des boîtes non remboursées, par définition, il les paye entièrement. Donc, il y a ça. Je ne sais pas si ça est compté dedans ou pas. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu une vraie campagne. En tout cas, d'expérience pour vous. Je ne sais pas comment vous le sentez. Comment ? Je disais en tout cas de votre expérience, je ne sais pas comment vous le sentez, s'il y a une évolution là-dessus. Alors, paupérisation, effectivement, ou prise de conscience, ou les deux.
Je pense qu'il y a les deux. Alors, il y a les deux sur les antibiotiques, ça c'est clair. Mon collègue pharmacien en a parlé. C'est vrai que cette campagne sur les antibiotiques sont pas automatiques a quand même fonctionné. Les gens ont eu la prise de conscience que s'ils prenaient des antibiotiques entre guillemets pour rien, eh bien ça augmentait la pression sur les germes et donc on aboutissait finalement à des bactéries de plus en plus résistantes et de plus en plus difficiles à soigner. Ça, je crois qu'il y a une vraie prise de conscience là-dessus. Après, effectivement, la nouvelle génération est moins enclin à prendre des traitements. C'est ce qu'on constate aussi dans nos cabinets. Ils sont plus tournés vers le développement durable et donc pour certains, prendre des médicaments est considéré comme entre guillemets polluant, alors que quelquefois ils en ont vraiment besoin et il faut qu'ils les prennent, quoi. Donc il y a encore une fois une éducation à la santé à faire là-dessus. C'est vraiment la prise du médicament au bon moment quand il le faut. C'est mieux avec une prescription médicale parce que comme ça on est plus sûr de ne pas faire d'erreur que forcément en automédication. Et pour ce qui est de l'automédication, il y a un rôle quand même majeur du pharmacien qui connaît le traitement de base des patients et qui peut leur éviter des grosses erreurs, parce que je vous rappelle que même un complément alimentaire qui là est entièrement à la charge du patient, ça peut compromettre un traitement ou interagir avec un traitement dont le patient a besoin. Donc le conseil du pharmacien est très important. On va y revenir justement, on va retrouver... C'est une tendance à aller vers les compléments alimentaires qui ne sont pas forcément anodins, comme vous le disiez. Et voilà. Il y a une question vraiment qui se pose là-dessus. On va revenir justement, on va redonner la parole dans un instant à Philippe Besset, mais d'abord, on va au standard puisqu'on a un auditeur qui nous appelait 0826 300 300, Marilyn. Oui, on accueille Laurent de Mérignac qui voulait réagir. Bonjour Laurent, bienvenue. Oui, bonjour Laurent. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Oui, vous vouliez réagir sur ce sujet, en tout cas. Oui, vous avez envie de réagir en tout cas là-dessus. Moi, j'ai plusieurs réflexions autour de ça. Réduire le trou de la Sécu, c'est pas quelque chose de nouveau. Je pense bien qu'il soit bien creusé avec tout ce qui s'est passé avec le Covid. Dans le fait de faire du reste à charge plus important pour les patients, ça me pose deux questions. La première, c'est est-ce qu'on va pas arriver à une santé un peu élitiste et penser au courant de l'argent? Il faut bien positionner le curseur pour faire attention à ça. Moi, j'ai une expérience personnelle avec ma fille. Elle a 24 ans aujourd'hui, mais quand elle était plus jeune, elle était malade. Et si on voulait quand elle souffrait, si on voulait un rendez-vous, c'était 3 semaines à 1 mois de souffrance, ou un rendez-vous dès le lendemain en consultation privée payante. Donc c'était une santé pour les riches. Moi j'avais les moyens, on a fait comme on pouvait, c'était bien. Il faut faire attention à ne pas tomber dans ce travers-là. Ensuite, le deuxième point... Et sur votre deuxième point le deuxième point, c'était le trou de la Sécu. Dedans, on a les arrêts maladie. Moi, je suis un petit patron. Je côtoie aussi d'autres patrons. Et on s'interroge toujours quand on a des arrêts de maladie la veille des ponts. Sur des trucs comme ça. Donc, à un moment, c'est les IGSS qui payent ça. Et je pense qu'il y a eu un grand débat sur les arrêts maladie qui allaient être contrôlés pour les policiers. Je pense que les arrêts maladie, il faudrait peut-être regarder un petit peu, parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui sont faciles. Oui. On va faire réagir nos invités, effectivement. Merci Laurent, vous restez avec nous pour entendre justement la réponse de nos invités. D'ailleurs, c'est l'une des pistes aussi évoquées par le gouvernement, celui de mettre à profit aussi les employeurs sur ces arrêts maladie. C'est une question aussi évoquée. Philippe Besset, vous entendiez à l'instant notre auditeur Laurent sur Sud Radio qui s'inquiétait, lui, d'une forme de privatisation de la santé en France, voire, c'était son mot, d'une santé un peu plus élitiste. Écoutez, moi je partage, et je crois qu'on est tous les Français, très attachés à notre système de sécurité sociale hérité de 45, et qui justement est le plus égalitaire au monde. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il nous faut préserver et chérir.
En ce qui concerne les médicaments, ils sont, qui est ma spécialité, qui est ma partie, ils sont pris en charge pour tout le monde et toujours au même prix pour tout le monde. Et l'assurance maladie, on a mis en place le tiers payant de telle manière à ce qu'il n'y ait pas que ce soit indolore pour les patients les plus fragiles socialement, je parle. Et évidemment, cette franchise, pour y revenir, elle n'est pas, enfin, ils ne sont pas concernés par ce sujet-là. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Qu'est-ce qu'il faut faire pour préserver ça? Eh bien, Sophie Bauer l'a dit tout à l'heure, hein, c'est la politique de prévention. On va mettre en place à partir de... Non mais sérieusement, c'est vraiment quelque chose d'important. Bien sûr, bien sûr. À partir d'octobre, on va mettre en place des rendez-vous de prévention chez le médecin traitant, chez le pharmacien, chez l'infirmier, de telle manière à ce qu'on puisse discuter avec les gens de leur cas personnel, faire un plan personnalisé de prévention et voir ensemble comment on peut faire pour rester en bonne santé, parce que pour éviter de gaspiller de l'argent en soins, il faut rester en bonne santé. Donc ça, 1 euro, des études ont été faites par la médecine du travail, par les experts de médecine du travail là-dessus. 1 euro investi dans la prévention, c'est 13 euros d'économiser dans le soin. Donc c'est 13 euros économisés sur les arrêts de travail, sur d'autres postes de dépenses. Donc la prévention, c'est majeur, c'est capital, et c'est ça qu'il faut qu'on fasse. On s'y attaque dès l'automne. Et c'est ce que disait effectivement docteur Sophie Bauer, que je remercie infiniment, président du syndicat des médecins libéraux, chirurgienne thoracique vasculaire en clinique privée à Melun, en Seine-et-Marne. Merci Sophie Bauer d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Puis un grand merci aussi à vous, Philippe Besset, je rappelle, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, pharmacien par ailleurs à Limoux dans l'Aude. Merci à vous deux d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Et puis un merci aussi à Laurent, notre auditeur qui était en notre compagnie au 0826 300 300 depuis Mérignac. On clôture les votes sur notre question du jour, notre compte Twitter Sud Radio. À Marilyn, ça donnait quoi? Les patients doivent-ils être mis davantage à contribution sur le prix de la consultation et des médicaments pour réduire le déficit de l'assurance maladie? 61% non, c'est une erreur. 27% il y a d'autres solutions. Émilie qui nous dit: à quand un audit des dépenses de l'État, de toutes les dépenses? Oui, effectivement, il y a aussi à se poser cette question-là. Merci, ça sera en tout cas sur un autre débat. Merci à vous tous d'avoir participé à ce débat sur Sud Radio. On revient dans un instant, 9h30 sur Sud Radio, avec l'invité de Jacques Pessis. À tout de suite.